Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des histoires fascinantes qui révèlent l'envers du décor du cinéma et de ses légendes. À 71 ans, Jean Gabin portait sur ses épaules bien plus que des décennies de cinéma. Il incarnait aussi une certaine idée de la France, une mémoire vivante gravée dans la pellicule. Sa silhouette imposante, solide comme un quai de gare, sa voix grave semblant surgir des profondeurs d'un théâtre, et ce regard fixe qui, sans jamais s'élever, suffisait à imposer le silence, faisait de lui une figure unique. Il avait traversé les époques, le noir et blanc poétique des années 30, les drames brûlants de l'après-guerre, les polars secs des décennies suivantes. Partout, il avait laissé son empreinte, nette, indélébile, comme un sillage qu'aucune vague ne peut effacer. On le décrivait souvent comme froid, distant. Lui parlait simplement de rigueur. Sur un plateau, il arrivait à l'heure, connaissait son texte à la virgule près, et exigeait la même discipline de tous. Pour lui, le cinéma n'était pas un divertissement passager mais un métier d'artisan, qui demandait patience, loyauté et précision. Derrière cette façade austère, pourtant, il y avait aussi des failles, des colères rentrées, une intolérance farouche pour la médiocrité et un refus absolu de toute trahison professionnelle. Ceux qui ne partageaient pas son sens du devoir se heurtaient vite à un mur infranchissable. Avec le temps, certaines rancunes s'étaient estompées, d'autres avaient disparu. Mais quelques rencontres avaient laissé des cicatrices invisibles, perceptibles seulement dans le pli d'un sourire absent ou dans la gravité d'un silence. Le cinéma, disait-il, n'est pas qu'une succession de triomphes, c'est aussi une histoire d'affinités manquées, de chemins qui ne se croisent jamais. À 71 ans, Jean Gabin acceptait, presque avec tendresse, de feuilleter cette autre mémoire, celle des incompatibilités, des silences et des distances. Non pas pour régler des comptes, mais pour dire ce que c'est vraiment que de vivre une vie entière dans la lumière, on y croise des étoiles, mais certaines brûlent trop fort pour qu'on puisse s'en approcher. Et c'est ainsi qu'il choisit de révéler, l'un après l'autre, les 5 artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture. 1. Michel Audiard. Ils auraient pu former un duo de légende, 2 signatures inoubliables du cinéma français. Michel Audiard maniait les dialogues comme des lames de rasoir, tranchants, brillants, imprévisibles. Jean Gabin, lui, savait leur donner une chair, une force, une résonance capable de faire frissonner une salle entière d'une simple inflexion de voix. Tout laissait penser que leur alliance serait naturelle. Pourtant, la réalité fut tout autre. Leur première rencontre sérieuse eut lieu au tournant des années 50. Audiard, encore jeune mais déjà respecté, séduisait producteurs et acteurs avec ses répliques mordantes, pleines d'esprit. Gabin, lui, sortait d'une période plus incertaine après la guerre et cherchait à redéfinir son image. Sur le papier, tout semblait les rapprocher, l'amour des mots justes, la peinture d'une France populaire, ce rythme si particulier qu'ils savaient chacun maîtriser. Mais une fois sur le plateau, l'harmonie se brisa. Audiard aimait improviser, retoucher ses dialogues à la dernière minute, jouer avec les mots comme un chat avec sa proie. Gabin, au contraire, préparait chaque scène avec la minutie d'un horloger. Le texte devait être appris au mot près, le ton fixé à l'avance, dans un équilibre fragile qu'il refusait de rompre. Un jour, lors d'un tournage, la tension éclata. Audiard, presque en plaisantant, proposa de modifier une réplique clé au dernier moment. La réponse de Gabin fut glaciale. Si tu veux un autre texte, trouve un autre acteur. La phrase claqua comme un verdict. Dès cet instant, chacun comprit que l'autre ne céderait jamais. Et pourtant, ils continuèrent à travailler ensemble, par professionnalisme. À l'écran, l'alchimie fonctionnait. Mais derrière la caméra, une barrière invisible subsistait. Dans les loges, ils s'échangeaient des salutations brèves, quelques mots polis, rien de plus. Le respect existait, certes, mais froid, comme un verre qu'on ne porte jamais aux lèvres. Peut-être est-ce cela, 2 fortes personnalités peuvent coexister, à condition de ne jamais chercher à s'apprivoiser. Plus tard, Gabin, évoquant Audiard, ne parla ni de rancune ni de colère. Simplement d'une incompatibilité de méthode. Dans leur univers, le talent ne suffisait pas. Encore fallait-il parler la même langue du cœur. Eux ne l'avaient jamais trouvé. 2. Brigitte Bardot. La première fois que Jean Gabin croisa Brigitte Bardot, il eut l'impression de voir passer un éclair dans un ciel d'été.
Elle arrivait de Saint-Tropez, auréolée de liberté, d'insolence, de provocation. Elle incarnait une jeunesse flamboyante qui faisait tourner toutes les têtes. Gabin, lui, vieux chêne aux racines profondes, avait traversé trop de tempêtes pour s'étonner encore. Mais Bardot n'était pas un simple phénomène médiatique, elle était une onde de choc qui bousculait le cinéma français. À la fin des années 50, un projet commun les réunit. Les producteurs rêvaient déjà de l'affiche, l'icône blonde face au patriarche du grand écran, dans un duel de charme et de charisme. Mais dès les premiers essais, les divergences éclatèrent. Bardot travaillait à l'instinct. Elle refusait les répétitions trop strictes, se nourrissait de spontanéité, aimait l'imprévu. Pour elle, l'essence d'un rôle se trouvait dans l'instant. Gabin, lui, se méfiait de ses élans. Il croyait au travail, à la répétition, à une précision quasi militaire. Sur le plateau, l'écart de génération devenait évident. Gabin exigeait silence et concentration entre les prises. Bardot riait avec l'équipe maquillage, improvisait une cigarette, une posture. Pour elle, c'était un jeu. Pour lui, une dispersion. Un jour, après une scène particulièrement tendue, Gabin lui glissa, sans hausser la voix. « Vous avez tout, mademoiselle. Mais vous n'écoutez rien. » Elle ne répondit pas. Son sourire s'effaça simplement. Finalement, le film se fit sans lui. Gabin déclina le rôle, officiellement pour incompatibilité d'agenda. Officieusement, il savait que leurs univers ne se rejoindraient jamais. Ce n'était ni de la jalousie, ni du mépris, mais une certitude tranquille, le cinéma qu'il portait en lui n'avait rien à voir avec l'énergie volcanique qui entourait Bardot. Des années plus tard, il reconnut pourtant qu'elle avait marqué son époque comme peu d'artistes savaient le faire. Mais dans ses yeux, elle restait une comète magnifique, brillante, imprévisible, impossible à rattraper. 3 Alain Delon. En 1963, le tournage de Mélodie en sous-sol réunit deux générations de cinéma français. D'un côté, Jean Gabin, déjà figure légendaire. De l'autre, Alain Delon, jeune fauve aux yeux clairs que tout Paris s'arrachait. Sur l'affiche, l'alliance paraissait parfaite, l'expérience tranquille face à la fougue insolente. Mais derrière la caméra, cette rencontre se transforma vite en duel silencieux. Dès les premières lectures, Gabin observa chez Delon une désinvolture fascinante. Le jeune acteur disait son texte comme s'il l'inventait à l'instant, avec une aisance insolente. Brillant, sans doute. Mais pour Gabin, c'était aussi un jeu permanent de séduction avec la caméra. Lui, au contraire, travaillait dans la retenue. Servir l'histoire, et non se servir d'elle. Là où Delon cherchait la lumière, Gabin cherchait l'équilibre des ombres. Leur relation resta courtoise, mais tendue. Delon admirait Gabin depuis l'enfance, mais refusait de plier devant ses conseils. Gabin respectait le talent du jeune homme, mais se méfiait de son indépendance. Les pauses étaient brèves, les conversations rares. On se saluait, on tournait, puis chacun reprenait sa route. Une anecdote resta célèbre parmi l'équipe technique. Lors d'une scène clé, emporté par l'émotion, Delon modifia légèrement une réplique. Gabin joua jusqu'au bout, imperturbable. Puis, à la coupe, il déclara calmement. C'était joli. Mais ce n'était pas le texte. Pas de colère, pas d'éclat, juste un rappel discret que pour lui, la discipline comptait plus que l'instinct. Le film fut un triomphe. Le public loua la complicité des deux hommes, mais eux savaient qu'ils ne rejoueraient pas cette partition. Trop de différences dans leur manière d'aborder l'art. Plus tard, Gabin dira avoir vu dans les yeux de Delon l'éclat d'une étoile. Mais aussi la certitude qu'elle filerait seule dans son ciel. 4 Lino Ventura. Jean Gabin et Lino Ventura n'avaient pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Deux silhouettes massives, deux voix graves, deux regards capables d'imposer le silence à une salle entière. Tous deux incarnaient une idée du cinéma fondée sur la vérité des gestes, l'économie des effets, la dignité des personnages. Mais derrière cette proximité apparente se cachait une rivalité silencieuse. Non pas une querelle ouverte, mais la tension sourde née du fait que le cinéma français n'offrait qu'un espace limité au rôle masculin de premier plan. Dans les années 60,
Ventura s'imposait comme l'héritier naturel du policier intègre ou du voyou au code d'honneur ou des personnages qui avaient longtemps été le domaine réservé de Gabin. Les producteurs, flairant la nouveauté, misaient sur Ventura pour séduire un public plus jeune, sans pour autant abandonner le prestige de Gabin. Les scripts circulaient, et il n'était pas rare que le nom de l'un apparaisse là où l'autre avait d'abord été pressenti. Ils se croisaient lors des soirées, des remises de prix, dans les couloirs des studios. Poignée de main ferme, politesse impeccable. Mais jamais plus. Pas d'invitation à dîner, pas de confidence d'acteur. Sur un plateau commun, même pour une brève apparition, la tension était palpable. Chacun restait dans son coin, concentré, comme deux boxeurs sur le même ring, mais livrant deux combats différents. Ce n'était pas de la haine, mais un refus implicite de s'effacer devant l'autre. Ventura admirait la carrière de Gabin, mais refusait de se placer dans son ombre. Gabin reconnaissait le talent brut de Ventura, mais voyait en lui une menace pour son territoire artistique. Alors, pendant des années, ils restèrent à distance, ni amis, ni ennemis, mais comme deux lignes parallèles qui ne se rejoignent jamais. Avec le recul, Gabin se contentait de dire à propos de Ventura. Nous n'étions pas faits pour jouer l'un avec l'autre. Comme si, dans le grand livre du cinéma, certaines pages devaient rester blanches pour préserver la légende. 5 Jean Renoir. Dans la vie d'un acteur, certaines rencontres forgent un destin. Pour Jean Gabin, Jean Renoir fut de celle-là. Ensemble, ils donnèrent naissance à 2 œuvres majeures, La Grande Illusion, 1937, et La Bête humaine, 1938. Ces films installèrent Gabin au sommet, façonnant son image d'homme simple et digne, traversant les tempêtes de l'histoire avec la gravité d'un héros tragique. Renoir dirigeait comme un peintre. Il plaçait ses acteurs dans un cadre et les laissait respirer, improviser, vivre. Le jeune Gabin s'y épanouissait, trouvant dans cette liberté une vérité brute qui fit exploser son talent. Mais le temps passa. La guerre bouleversa tout. Gabin partit aux États-Unis, Renoir également. Quand l'idée d'une nouvelle collaboration émergea des années plus tard, les deux hommes avaient changé. Gabin était devenu plus exigeant, plus rigoureux, presque militaire dans sa préparation. Renoir, lui, s'était enfoncé davantage encore dans son goût pour l'improvisation, pour ces hasards heureux qui transforment une scène. Leurs retrouvailles furent cordiales, mais un projet commun tourna court. Dans les discussions préparatoires, le fossé apparut, Renoir parlait de « laisser le vent dicter la scène ». Gabin répliquait que « un film ne se construit pas avec du vent ». L'admiration restait intacte, mais leur langage artistique ne se rejoignait plus. Ils ne se disputèrent jamais. Pas de porte claquée, pas de mots blessants. Simplement un éloignement naturel, comme 2 rivières qui s'étaient rejointes un temps avant de reprendre chacune leur cours. Dans ses souvenirs, Gabin gardait pour Renoir un respect profond, presque filial. Il restait pour lui une figure paternelle, un guide de jeunesse. Mais aussi le rappel que, parfois, même les liens les plus forts ne résistent pas à l'inévitable transformation du temps. Conclusion. Dans les dernières années de sa vie, Jean Gabin parlait rarement du passé. Il n'était pas homme à ressasser ses blessures, ni à chercher dans la nostalgie un réconfort facile. Pourtant, lorsqu'il évoquait ces 5 artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture, ce n'était pas pour régler des comptes. C'était, au contraire, comme on feuillette un album aux photos jaunies, avec distance, avec lucidité, parfois même avec une forme de tendresse. Ces incompatibilités, ces silences, ces refus faisaient partie intégrante de son parcours, tout autant que ses triomphes et ses amitiés fidèles. Dans ce métier où tout semble éphémère, où l'on se croise dans la lumière avant de disparaître dans l'ombre, il savait que certaines alliances ne se reproduiraient jamais. Non par manque d'envie, mais parce que le cinéma comme la vie repose sur des équilibres fragiles. Gabin n'avait jamais cherché à plaire à tout le monde. Il avait choisi de rester fidèle à ses exigences, à sa manière de travailler, quitte à refuser des collaborations prestigieuses. Pour lui, un tournage n'était pas une mondanité, mais un chantier collectif, une œuvre commune qui devait tenir debout. Et si les méthodes, les tempéraments ou les visions différaient trop, mieux valait s'éloigner. Aujourd'hui, son nom demeure gravé dans la mémoire du cinéma français. Non seulement pour ses rôles inoubliables, mais aussi pour cette intégrité inflexible qui fit de lui une légende.
Peut-être que ces artistes avec lesquels il ne s'entendait pas furent aussi ceux qui lui rappelèrent combien il tenait à cette droiture. Ils ne retravaillèrent jamais ensemble. Mais dans ce silence persistant qui les sépara, chacun trouva peut-être sa propre vérité. Car parfois, le silence reste la plus élégante des réponses. Et vous, que pensez-vous de Jean Gabin? Croyez-vous que ces incompatibilités étaient une force ou une faiblesse dans sa carrière? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inédits sur les grandes légendes du cinéma.